Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Mais les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que l'horde des fripons dominera. Peuple, sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre ta cause et la morale publique sera accablé d'avanier proscrit par les fripons. Sache que tout ami de la liberté sera toujours placé entre un devoir et une calomnie. Sache que ceux qui ne pourront être accusés d'avoir trahi seront accusés d'ambition. Que l'influence de la probité et des principes sera comparée à la force de la tyrannie. Sache que ta confiance et ton estime seront des titres de proscription pour tous tes amis. Que les cris du patriotisme opprimé seront appelés des cris de sédition. Et que, n'osant t'attaquer toi-même en masse, on te proscrira en détail dans la personne de tous les bons citoyens, jusqu'à ce que les ambitieux aient organisé leur tyrannie. Tel est l'empire des tyrans armés contre nous. Telle est l'influence de leur ligue, avec tous les hommes corrompus, toujours portés à les servir. Les scélérats nous imposent la loi de trahir le peuple. Souscrivons-nous à ces lois? Non! Défendons le peuple, au risque d'en être estimés. Que nos ennemis courent à l'échafaud par la route du crime. Et nous, par celle de la vertu. L'abbé Grégoire, prêtre et pourtant révolutionnaire. La langue française a conquis l'estime de l'Europe. Et depuis un siècle, elle y est classique. On connaît les tentatives de la politique romaine pour universaliser sa langue. Elle défendait d'en employer d'autres pour haranguer ou négocier avec les ambassadeurs étrangers. On sait qu'en 1774, la langue française servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes. Elle a été depuis prostituée, pour ainsi dire, aux intrigues des cabinets de l'Europe. Parce que dans sa démarche éclairée et méthodique, la pensée s'exprime facilement. Cela lui donne un caractère que les fourbes eux-mêmes trouvent plus propre à les garantir des fourberies diplomatiques. Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, usité dans plusieurs villes, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, dans une partie du pays de Liège, de Luxembourg, de la Suisse, même dans le Canada, sur les bords du Mississippi, par quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très grande partie des Français? On peut assurer, sans exagérer, qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale. Un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie. Le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 millions. Et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement est encore moindre. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore pour le langage à la tour de Babel. Tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. Mais peut-on au moins uniformer le langage de manière que tous les citoyens puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées? Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale et qui doit être jaloux de conserver au plus tôt, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et leur obéir. Il faut donc que l'unité de langue entre tel et tel enfant de la même famille éteigne le reste des préventions résultant des anciennes divisions provinciales et resserre les liens d'amitié qui doivent unir des frères. La nation, entièrement rajeunie par vos soins, triomphera de tous les obstacles. Et rien ne ralentira le cours d'une révolution qui doit améliorer le sort de l'espèce humaine.
Lamartine, le système, et vous allez rigoler, est le vice. Capucine, elle a écrit ça en combien? 1843. Eh bien, vous allez voir, on dirait que c'est la semaine dernière que ça a été écrit. Messieurs, l'honorable orateur qui a ouvert cette discussion par un discours si brillant, si solide, disait tout à l'heure que le vice n'était pas dans le système, qu'il était dans le ministère lui-même. Je diffère entièrement ceci de l'honorable préopinant, et je dis, le vice à mes yeux n'est pas dans le ministère. Il n'est ni dans le ministère actuel, ni dans celui qui l'a précédé, ni peut-être dans ceux qui seraient destinés à lui succéder. Le vice est plus haut. La difficulté de la situation, la gravité du péril de la France sont ailleurs. Elles sont dans le système tout entier. Ce peu de mots vous dit assez que je ne viens pas, comme j'en avais l'habitude, combattre simplement ici quelques paragraphes de l'adresse soumise aujourd'hui à vos délibérations. Non. Je viens la combattre tout entière. Je viens la combattre dans son esprit, dans ses termes. Je viens la combattre dans tous ses paragraphes. Il y a une seule chose à faire pour les hommes qui, comme moi, se différencient chaque jour davantage du système, qui compromet le pays au-dedans et les affaires au dehors. Une seule chose, c'est de se ranger, de se compter, de s'isoler et enfin de rassembler en faisceau tous les instincts généreux, progressifs, moraux de la nation. C'est pas rien ça, hein? La France, heureusement, est ainsi placée dans le monde. Elle n'a aucun intérêt sérieux, incompatible avec les grands intérêts européens, avec lesquels elle a à traiter et à se tenir en harmonie. Le gouvernement de Juillet, dès le premier jour, a voulu la paix. Je lui en fais éternel honneur. Moi aussi, j'ai toujours été et je serai toujours partisan de la paix. Je n'ai jamais partagé et je ne partagerai jamais ce libéralisme menteur qui a fait de ne voir la liberté que dans la guerre. Et qui devrait marcher à travers la fumée et la gloire à un despotisme militaire certain. Jamais nous ne devrions tenter la guerre hors de nos nécessités et de nos devoirs. Un règne négociateur peut être plus grand qu'un règne conquérant. Les traités sont des victoires. Qu'est-ce qu'il y a donc à faire? Périssent nos mémoires, pourvu que nos idées triomphent. Eh bien, ce cri sera le mot d'ordre de ma vie politique. C'est celui qui nous ralliera toujours autour de cette grande cause pour laquelle il est beau de vaincre, pour laquelle il est beau de souffrir et encore beau de succomber. Convaincu que tous les pas que la France a faits depuis 8 ans sont des pas en arrière et non pas des pas en avant. Convaincu que l'heure des complaisances est passée. J'apporte ici mon vote consciencieux contre l'adresse, contre l'esprit qu'il a rédigé, contre l'esprit du gouvernement qui l'accepte et que je combattrai avec douleur, mais avec fermeté. Dans le passé, dans le présent et peut-être dans l'avenir. Victor Hugo, élu député à 46 ans. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent sans cesse y songer, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère?
Non, ça n'intéresse personne? Je ne dis pas en Irlande. Je ne dis pas au Moyen-Âge. Je dis en France. Je dis à Paris. Et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Ne vous inquiétez pas, j'ai une hygiène impeccable. Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il en sortît de cette assemblée, et au besoin, j'en ferai la proposition formelle. Une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture que des monceaux infects de chiffons, ramassés dans la fange au coin des bornes. Espèce de fumée des villes où des créatures humaines s'enfuient toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim. Mort de faim à la lettre. Et on l'a constaté. Après sa mort, il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. De tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme. Ce sont des crimes envers Dieu. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je voudrais que cette assemblée n'ait qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime. L'abolition de la misère. Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez sauvé la société régulière, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait. Tant que le peuple souffre, vous n'avez rien fait. Tant qu'il y aura au-dessus de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait. Tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y aura pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur, vous n'avez rien fait tant que l'esprit de la révolution a pour auxiliaire la souffrance publique, tant que l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Messieurs, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes. Mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites maintenant des lois contre la misère. Victor Hugo. L'éducation et l'Église. Et je tiens à préciser, ça vaut pour toutes les religions. Vous allez voir, c'est pas mal. L'homme reste l'homme. Il y a du monde ou pas? Oui. D'accord. Ah, parce que, comme ce soir, c'est une captation, au moins que c'est l'air de quelque chose. Ouais. Hein, on va pas passer pour des pieds carrés. Vous avez payé vos places, moi je suis aussi, donc enfin voilà. Bon, ceci étant dit, la loi du monde matériel, c'est l'équilibre. La loi du monde moral, c'est l'équité.
Dieu se retrouve à la fin de tout. Ne l'oublions pas et enseignons-le à tous. Il n'y aurait aucune dignité à vivre et cela n'en vaudrait pas la peine si nous devions mourir tout entier. La première des améliorations, c'est de donner l'espérance. Combien s'amoindrissent nos misères quand il s'y met une espérance infinie. Votre loi est une loi qui a un masque. Elle dit une chose et elle en ferait une autre. C'est une pensée d'asservissement qui prend les allures de la liberté. C'est une confiscation intitulée donation. Je n'en veux pas. Quand vous forgez une chaîne, vous dites « voici une liberté ». Quand vous faites une proscription, vous criez « voici une amnistie ». Je ne vous confonds pas avec l'Église. Pas plus que je ne confonds le gui avec le chêne. Vous êtes les parasites de l'Église. Vous êtes la maladie de l'Église. Vous êtes non les croyants, mais les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l'Église à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions. Nous vous connaissons. Nous connaissons le parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de service. C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. C'est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux étés merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la science et au génie d'aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous les pas qu'a fait l'intelligence de l'Europe, elle les a fait malgré lui. Son histoire est écrite dans l'histoire du progrès humain. Mais elle est écrite au verso. Il s'est opposé à tout. C'est lui qui a fait battre de verge Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas. C'est lui qui a appliqué Campanella 7 fois à la question pour avoir affirmé que le nombre des mondes était infini et entrevu le secret de la création. C'est lui qui a persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée. De par Saint Paul, emprisonné Christophe Colomb. Découvrir la loi du ciel était une impiété. Trouver un monde, c'était une hérésie. C'est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, Montaigne au nom de la morale, Molière au nom de la morale et de la religion. Oui, certes, qui que vous soyez, vous qui vous appelez le parti catholique et qui êtes le parti clérical, nous vous connaissons. Voilà longtemps déjà que la conscience humaine se révolte contre vous et vous demande « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Voilà longtemps déjà que vous essayez de mettre un bâillon à l'esprit humain. Et vous voulez être les maîtres de l'enseignement. Si le cerveau de l'humanité était là devant vous, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures. Oui. Vous voulez que je vous dise ce qui vous importune? C'est cette énorme quantité de lumière libre que la France dégage depuis 3 siècles. Lumière toute faite de raison. Lumière aujourd'hui plus éclatante que jamais. Lumière qui fait de la nation française la nation éclairante. De telle sorte qu'on peut apercevoir la clarté de la France sur la face de tous les peuples de l'univers. On t'a rien demandé. Vous ne voulez pas de progrès, vous aurez des révolutions. Aux hommes assez insensés pour dire l'humanité ne marchera pas. Dieu répond par la terre qui tremble. Méditez ceci, 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 méditez ceci. Sur cette terre d'égalité et de liberté, tous les hommes respirent le même air et le même droit. Là aussi, t'as vu, c'est moyen. D'ailleurs, je tenais à dire pour le discours qui arrive là, hashtag votez tac-tac. Ça va pas le comprendre. Il y a dans l'année
un jour où celui qui vous obéit se voit votre pareil, où celui qui vous sert se voit votre égal, où chaque citoyen, entrant dans la balance universelle, sent et constate la pesanteur spécifique du droit de cité, et où le plus petit fait équilibre au plus grand. Il y a un jour dans l'année où le gagne-pain, le journalier, le manœuvre, l'homme qui casse des pierres au bord des routes, juge le Sénat, prend dans sa main, durci par le travail, les ministres, les représentants, le président de la République et dit « La puissance, c'est moi ». Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen, où l'atome social participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques. Un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui l'âme de la patrie. Quel accroissement de dignité pour l'individu et par conséquent de moralité. Quelle satisfaction et par conséquent quel apaisement. Regardez l'ouvrier qui va au scrutin. Il y entre, le front triste du prolétaire accablé. Il en sort avec le regard d'un souverain. Or, qu'est-ce que tout cela, messieurs? C'est la fin de la violence. C'est la fin de la force brutale. C'est la fin de l'émeute. C'est la fin du fait matériel. Et c'est le commencement du fait moral. Du moins, ça devrait. C'est, si vous permettez que je rappelle mes propres paroles, le droit d'insurrection aboli par le droit de suffrage. Beauté tac-tac. Voyez, examinez, réfléchissez. Vous tenez à l'exemple pourquoi? Pour ce qu'il enseigne. Que voulez-vous enseigner avec votre exemple? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer? En tuant. En France, l'exemple se cache à demi. En Amérique, il se cache tout à fait. Ces jours-ci, on a pu lire dans les journaux américains l'exécution d'un nommé Hall. L'exécution a lieu non sur une apparence de place publique comme à Paris, mais dans l'intérieur d'une prison. Y avait-il des spectateurs? Oui, sans doute. Que deviendrait l'exemple s'il n'y avait pas de spectateurs? Quels spectateurs donc? D'abord la famille. La famille de qui? Du condamné? Non, de la victime. C'est pour la famille de la victime que l'exemple s'est fait. L'exemple a dit au père, à la mère, au mari, c'était une femme qui avait été assassinée, au frère de la victime. Cela vous apprendra. Ah oui, j'ai oublié. Il y avait encore d'autres spectateurs, une vingtaine de gentlemen qui avaient obtenu des entrées de faveur moyennant 1 guinée par personne. La peine de mort en est là. Elle donne des spectacles à huis clos à des privilégiés. Des spectacles où elle se fait payer et elle appelle cela des exemples. De deux choses l'une. Ou l'exemple donné par la peine de mort est moral, ou il est immoral. S'il est moral, pourquoi le cachez-vous? S'il est immoral, pourquoi le faites-vous? Pour que l'exemple soit exemple, il faut qu'il soit grand. S'il est petit, il ne fait pas frémir, il fait vomir. D'efficace, il devient inutile. D'enrayant, misérable. Il ressemble à une lâcheté, il en est une. La peine de mort furtive et secrète n'est plus que le guet-apens de la société sur l'individu. Savez-vous ce qui est triste? C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous avez été obligé, dites-vous. Il y avait dans un plateau de la balance l'ignorance et la misère. Il fallait un contrepoids dans l'autre plateau.
vous avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort. Vous va la forcer. Forcez, entendez-vous, d'ôter aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamnés à toutes les améliorations à la fois. Vous parlez souvent de nécessité. Je mets la nécessité du côté du progrès, en vous contraignant d'y courir, par un peu de danger au besoin. Ah, vous n'avez plus la peine de mort pour vous protéger. Vous avez là devant vous, face à face, l'ignorance et la misère. C'est pourvoyeuse de l'échafaud. Vous n'avez plus l'échafaud, qu'allez-vous faire? Par Dieu, combattre, détruire l'ignorance, détruire la misère. C'est ce que je veux. Oui, je veux vous précipiter dans le progrès. Je veux brûler vos vaisseaux pour que vous ne puissiez revenir lâchement en arrière. Législateurs, économistes, publicistes, criminalistes. Je veux vous pousser par les épaules dans les nouveautés fécondes et humaines, comme on jette brusquement à l'eau l'enfant auquel on veut apprendre à nager. Vous voilà en pleine humanité. J'en suis fâché. Nagez. Tirez-vous de là. Ah, c'est le moment où il y a les gros effets spéciaux, là. Reconnaissons que peu de femmes, même de nos jours, montent à la tribune. En 1791 déjà, Olympe de Gouges a tenté de le faire. La Convention a refusé de lui donner la parole. Vous n'allez pas bien, là? Donc l'idée, c'est quand même de réparer cette injustice. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui tente ta question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple d'un tel empire tyrannique. L'homme, bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Les mères, les filles, les sœurs, représentants de la nation, demandent d'être constitués en assemblée nationale. En conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits de la femme et de la citoyenne. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme. Et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat. Enfin, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe. Autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, mais a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur les faiblesses des hommes.
Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Puisqu'il en est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Et n'oublions jamais, la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Ah, là, ça va être du théâtre, les gars. Paris est la capitale actuelle du monde civilisé. C'est connu. Mais ferme-la, toi, t'es qui? Superbe interruption. Il serait rare et curieux que Paris fût la capitale du monde et que le monde n'en sût rien. C'est pas du théâtre, ça? Je poursuis. Ce que Rome était autrefois, Paris l'est aujourd'hui. Ce que Paris conseille, Rome le médite. En fait, on peut vous dire n'importe quoi. Reviens, Capucine. Hein, Paris, Rome, non, n'importe quoi. Personne ne suit, en fait. Ce que Paris conseille, l'Europe le médite. Ce que Paris commence, l'Europe le continue. Bah ouais, sinon si c'est que Rome, ça n'a aucun intérêt. Et toi, on t'entend pas là-bas, hein. Alors... Paris a une fonction dominante parmi les nations. Paris a le privilège d'établir à certaines époques, souverainement, brusquement quelquefois, de grandes choses. La liberté de 89, la République de 92, juillet 1830, février 1848. Et ces grandes choses, qui est-ce qui les fait? Les penseurs de Paris qui les préparent. Et les ouvriers de Paris qui les exécutent. Hugo. Ah! Paris, mec. Quoi, ce soir, c'est la province ou quoi? J'ai dit Paris, mec! Faut qu'on se détende un peu parce que vous allez voir, c'est encore dense, encore là, et c'est pas fini. Et tout de suite, voilà. Ouais. Il y a encore des chevaux sous le capot. Monsieur de Tocqueville. Capucine, c'est quelle époque? 1848. Vous allez comprendre pourquoi. Merci, Capucine. Est-ce qu'on peut applaudir Capucine? Encore une fois, 1848, écoutez. On dirait qu'il est au courant de ce qui se passait chez les mecs de droite. On va faire les appeler comme ça. Pas de risque. C'est jamais, l'autre fois, il y avait Guénaud dans la salle. T'imagines Guénaud qui vient me voir moi, ça. Je rappelle que c'est quand même le mec qui a écrit le discours qu'a prononcé Sarkozy au Sénégal, ce fameux discours où... Voilà, enfin, pour ceux qui savent. Bon. Donc, il avait des trucs à apprendre, le gars est venu, bon, bah, respect. Voilà. Messieurs, l'état actuel des choses, l'état actuel de l'opinion, l'état des esprits en France est de nature à alarmer et à affliger. Pour mon compte, je déclare sincèrement que pour la première fois depuis 15 ans, j'éprouve une certaine crainte pour l'avenir. Qu'est-ce qu'elle a, Laurence Badi, là? Il n'y a pas un interrupteur pour l'éteindre? Je crois que je puis en appeler à tous ceux qui m'écoutent
Et tous me répondront que dans les régions qu'ils représentent, une impression analogue subsiste. Un certain malaise, une certaine crainte a envahi les esprits. Pour la première fois depuis longtemps, le sentiment, l'instinct de l'instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions, qui souvent les annonce, qui quelquefois les fait naître, que ce sentiment existe à un degré très grave dans le pays. Si je jette, messieurs, un regard attentif sur la classe qui gouverne, sur la classe qui a des droits, et sur celle qui est gouvernée, ce qui s'y passe m'effraie et m'inquiète. Ce que j'y vois, messieurs, je peux l'exprimer par un mot. Les mœurs publiques s'y altèrent. Elles y sont déjà profondément altérées. Elles s'y altèrent de plus en plus tous les jours. De plus en plus aux opinions, aux idées communes, succèdent des intérêts particuliers, des visées particulières, des points de vue empruntés à la vie et à l'intérêt privé. Étonnant. Mais je me bornerai à m'adresser à mes adversaires eux-mêmes. Je me permettrai de leur demander si, à leur connaissance, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, le nombre de ceux qui votent pour eux, par suite d'intérêts personnels et particuliers, n'augmente pas sans cesse. Et si le nombre de ceux qui votent pour eux, par opinion politique, ne décroît pas sans cesse. Qu'ils me disent enfin, si autour d'eux, sous leurs yeux, il ne s'établit pas peu à peu dans l'opinion publique une sorte de tolérance singulière pour tous ces faits dont je parle. Si peu à peu, il ne se fait pas une sorte de morale vulgaire et basse selon laquelle l'homme qui postule de certains droits politiques se doit à lui-même, doit à ses enfants, à sa femme, à ses parents, de faire un usage personnel de ses droits dans l'intérêt de tous. Capucine, pour la dame qui est là, c'est en quelle année? Ouais, mais t'es pas en ta chambre, pardon? Merci, merci. Merci. Donc non, mais tout ça pour vous rappeler que le gars en 48 déjà, comme quoi que voilà, bah, la nature humaine, elle est comme ça, elle est comme mon poing, elle bouge pas. Voilà. Bon, alors je disais, de faire un usage personnel de ses droits dans l'intérêt de tous. Si cela ne s'élève pas graduellement jusqu'à devenir une espèce de devoir de père de famille, je le leur demande. Or, qu'est-ce que tout cela? Sinon une dégradation successive et profonde, une dépravation de plus en plus complète des mœurs publiques. Et si, passons de la vie publique à la vie privée, je considère ce qui se passe, particulièrement depuis 1 an, moi je dirais depuis toujours, à tous ces scandales éclatants, à tous ces crimes, à toutes ces fautes, à tous ces délits, à tous ces vices extraordinaires que chaque circonstance a semblé faire apparaître de toutes parts. Si je fais attention à tout cela, n'ai-je pas lieu d'être effrayé? N'ai-je pas raison de dire que ce ne sont pas seulement les mœurs publiques qui s'altèrent, mais que ce sont les mœurs privées qui se dépravent? Quelle en est la cause générale? Ne voyez-vous pas que peu à peu, il se dit dans les classes populaires que tout ce qui se trouve au-dessus d'elles est incapable et indigne de les gouverner, que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste, que la propriété y repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables. Et ne voyez-vous pas que quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d'une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables. Quelle est, messieurs, ma conviction profonde? Je crois que nous nous endormons à l'heure qu'il est sur un volcan. J'en suis profondément convaincu. Gardez les lois si vous voulez. Quoique je pense que vous auriez tort de le faire, gardez-les. Gardez même les hommes. Si cela vous fait plaisir, je n'y fais aucun obstacle. Mais pour Dieu, changez l'esprit du gouvernement, car je vous le répète, cet esprit-là vous conduit à l'abîme.
Jaurès. Plus jeune député de France à 26 ans. Bon, on sait que depuis, le record a été battu, je dirais pas par qui. On ne fait pas Wikipédia tout de suite, on a dit que les téléphones étaient interdits dans la salle. Hein. Depuis 20 siècles. Et de période en période. Toutes les fois qu'une étoile d'unité et de paix s'est levée sur les hommes, la terre déchirée et sombre a répondu par des clameurs de guerre. C'était d'abord l'astre impérieux de Rome conquérante. Puis ce fut l'étoile chrétienne qui enveloppa la terre d'une lueur de tendresse et d'une promesse de paix. Mais elle se leva dominatrice et âpre sur l'Europe féodale. Les convulsions et les meurtres des nations du Moyen-Âge, les chocs sanglants des nations modernes furent la dérisoire réplique à la grande promesse de paix chrétienne. La Révolution, à son tour, lève un haut signal de paix universelle par l'universelle liberté. Et voilà que de la lutte même de la Révolution contre les forces du vieux monde se développent des guerres formidables. Quoi donc? La paix nous fuira-t-elle toujours? Et la clameur des hommes, toujours forcenés, toujours déçus, continuera-t-elle à monter vers les étoiles d'or des capitales modernes, incendiées par les obus? Non. Non! Et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions, j'ose dire à des millions d'hommes que maintenant la grande paix humaine est possible. Et si nous le voulons, elle est prochaine. Des forces neuves travaillent. La guerre devient plus difficile parce que la science enveloppe tous les peuples dans un réseau multiplié, dans un tissu plus serré tous les jours, de relations, d'échanges, de conventions. Et si le premier effet des découvertes, qui abolissent les distances, et parfois d'aggraver les froissements, elles créent à la longue une solidarité, une familiarité humaine qui font de la guerre un attentat monstrueux et une sorte de suicide collectif. Je ne vous dis pas que c'est une certitude toute faite. Il n'y a pas de certitude toute faite en histoire. Je sais combien sont nombreux encore, aux jointures des nations, les points malades d'où peut naître soudain une passagère inflammation générale. Mais je sais aussi qu'il y a vers la paix des tendances si fortes, si profondes, si essentielles, qui dépendent de vous, par une volonté consciente, infatigable, de systématiser ces tendances et de réaliser enfin le paradoxe de la grande paix humaine. Malheureusement, le pacifisme de Jaurès le fait haïr des nationalistes. Le 31 juillet 1914, veille de la déclaration de guerre, il est assassiné à bout portant. Toujours Jaurès. La France est 2 fois sacrée pour nous, parce qu'elle est la France, et parce qu'elle est humaine. Même l'accord des nations n'effacera pas les patries qui garderont leur profonde originalité historique, leur fonction propre dans l'œuvre commune de l'humanité réconciliée. Mais d'abord, mais avant tout, il faut rompre le cercle de fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine, où les revendications, même justes, provoquent des représailles qui se flattent de l'être, où la guerre tourne après la guerre. On a un mouvement sans issue et sans fin, où le droit et la violence, sous la même livrée sanglante, ne se discerneront presque plus l'un de l'autre. Et où l'humanité déchirée pleure de victoire de la justice, presque autant que de sa défaite. L'humanité est maudite. Si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la nuée de la guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Car le courage, c'est l'exaltation de l'homme. Et la guerre en est l'abdication.
Il existe 2370 rues Jean Jaurès en France. Mais c'est pas... Oh, mais c'est pas le boss. Non. Non, non, non. Et je me regarde, est-ce que je suis toujours aussi impeccable? Alors, non. Non, non. Le boss... Le boss, c'est De Gaulle. 3903 rues. De Gaulle, ma mère. Et ouais. Alors. Vous êtes encore là, les gars? Il y en a moins que tout à l'heure. Hein. Ah oui, vous êtes quand même au courant que c'est une lecture, hein? Non, mais je veux dire par là, moi j'ai fait l'effort de me réconcilier avec la lecture à voix haute, les gars, pour vous. Enfin, je dis ça, j'ai fait même l'effort de me réconcilier avec la lecture tout court, en vrai. Ah, parce que c'est pas rien, les gars. Hein. Alors, permettez-moi de vous dire, messieurs, de déposer dans vos consciences une pensée qui, je le déclare, devrait, selon moi, dominer cette discussion. C'est que le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Favorisez, messieurs. Favorisez cette grande liberté. Ne lui faites pas obstacle. Songez que le jour où, après 30 années de développement intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la presse, s'amoindrir au milieu de nous. Ce sera en France, ce sera en Europe, ce serait dans la civilisation tout entière l'effet d'un flambeau qui s'éteint. Messieurs, vous avez le plus beau de tous les titres pour être les amis de la liberté de la presse. C'est que vous êtes les élus du suffrage universel. Suspendre les journaux, les suspendre par l'autorité directe, arbitraire, violente du pouvoir exécutif. Cela s'appelait coup d'État sous la monarchie. Cela ne peut avoir changé de nom sous la République. Est-ce que quelqu'un, dans l'assistance, sait de qui est ce discours? Enfin, cette partie de discours. Alors, De Gaulle, c'était tout à l'heure, mec. Hein, Non. Je vous rassure, hein, moi, il y a un mois, je ne savais pas. Hein. Personne? Ah, il y a un mec qui veut prendre ma place. Il a dit Hollande. Ah, putain. Bon, on va arrêter de... Parce qu'il n'y a aucun... Ah non, ben non, Hugo, les gars. Eh ouais, encore. Ouais. Eh ouais, encore. Eh ouais, madame. Hugo est un pilier de notre culture. Donc, encore Hugo, oui. Donc, ben, je n'applaudirai personne ce soir. Voilà. Ouais, il y avait un Vélib à gagner. Il y avait un Vélib volé à gagner. Alors... Et maintenant, on va changer d'époque. Aimé Césaire. Les travailleurs de la Martinique et des Antilles
attendent depuis 3 siècles. Ils sont à la limite de la souffrance et de la patience. Agissez promptement, il y va du prestige de la France. Vous voyez ce qui se passe en Guyane. Si vous entendez ne leur offrir qu'une caricature, une parodie d'assimilation, alors vous susciterez dans ces pays une immense rancœur. Et voici ce qui se produira. Vous aurez fait naître dans le cœur des Martiniquais, des Réunionnais, des Guadeloupéens, et on va dire pour l'occasion des Guyanais, un sentiment nouveau, un sentiment qu'ils ne connaissaient pas, dont vous porterez la responsabilité devant l'histoire, un sentiment dont les conséquences sont imprévisibles. Vous aurez fait naître chez ces hommes le sentiment national martiniquais, guadeloupéen ou réunionnais. C'est là le drame. Quand nous voulons nous assimiler, nous intégrer, vous nous rejetez, vous nous repoussez. Quand les populations coloniales veulent se libérer, vous les mitraillez. Je sais bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous vous rassurez en niant simplement le problème, comme si l'on résolvait un problème en niant son existence. Je sais bien que vous vous rassurez en disant « j'ai ma police, mes CRS, mes préfets ». Mais ce que vous aurez obtenu par cette police, ce sera tout au plus un ordre apparent, sur lequel l'oreille exercée entendra le sourd grondement des peuples avides de justice et de liberté. J'admets que mettre les civilisations différentes en contact, les unes avec les autres, est bien. Que marier des mondes différents est excellent. Qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'étiole. Que l'échange est ici l'oxygène. La grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, d'avoir été un lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments. Mais alors je pose la question suivante. La colonisation est-elle vraiment mise en contact, ou si l'on préfère de toutes les manières d'établir contact, est-elle la meilleure? Je réponds non. Je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir, au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe. Et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. En guise de conclusion, je ne résiste pas à la tentation de citer encore Victor Schœlcher. La liberté individuelle est antérieure à toutes les lois humaines. Elle fait corps avec nous. Et aucune puissance imaginable ne peut consacrer la violence de ce principe naturel. L'homme a le droit de reprendre par la force ce qui lui a été enlevé par la force. Et pour l'esclave, comme pour le peuple opprimé, l'insurrection est le plus saint des devoirs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite, au plus intime de chacun des Français. Et en pleine conscience de la gravité des responsabilités,
que nous allons assumer ensemble. C'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement. Un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée, presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Si ce projet admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs conscients ou inconscients de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse. Rares sont les femmes qui ne désirent pas d'enfants. La maternité fait partie de l'accomplissement de leur vie. Et celles qui n'ont pas connu ce bonheur en souffrent profondément. Si l'enfant, une fois né, est rarement rejeté et donne à sa mère, avec son premier sourire, les plus grandes joies qu'elle puisse connaître, certaines femmes se sentent incapables, en raison de difficultés très graves, d'apporter à un enfant l'équilibre affectif et la sollicitude qu'elles lui doivent. À ce moment, elles feront tout pour l'éviter ou ne pas le garder. Et personne ne pourra les en empêcher. Mais les mêmes femmes, quelques mois plus tard, leur vie affective ou matérielle s'étant transformée, seront les premières à souhaiter un enfant et deviendront peut-être les mères les plus attentives. C'est pour celles-là que nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Mais il est vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte. Le meilleur possible, à mon avis, sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé, moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice, comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Impossible ici, dans ce théâtre, de ne pas évoquer celui qui inventa le ministère de la Culture, André Malraux. Il n'obtint jamais son baccalauréat, comme quoi, mais s'adressa à l'Assemblée en tant que ministre. 3 phrases suffisent à résumer la pensée qu'il exprima ce jour-là à l'Assemblée. Savez-vous ce que représentent 80 maisons de la culture? Le coût de 25 km d'autoroute. Le problème est de faire pour la culture ce que la Troisième République a fait pour l'enseignement. Chaque enfant de France a droit au tableau, au théâtre, au cinéma, comme à l'alphabet. Et pour finir, les peuples demandent de la culture. Nous sommes les premiers à avoir osé tenter cette chance. Merci.